Donc, il y a des formes d'accomplissement, je dirais, du programme égalitaire moderne, des formes d'inachèvement, mais également des formes de rupture. Et c'est sur ces ruptures que je voudrais maintenant insister, parce qu'en fait, ce sont ces ruptures qui vont conditionner l'histoire des sociétés démocratiques à partir de la moitié du XIXe siècle. L'idée de secondarisation des différences et la vision d'un marché restant encastré dans l'échange social ont été, nous l'avons vu, au cœur de l'esprit révolutionnaire de l'égalité en France et en Amérique. Et sur les deux continents, la perspective de la réalisation d'une société des égaux s'était ainsi liée à une vision que j'ai appelée, pour faire très vite, précapitaliste de l'économie. Mais, effectivement, c'est un tout autre monde de la production et de l'échange qui va imposer sa loi avec la révolution industrielle du XIXe siècle. La conjoncture économique, d'ailleurs, a aussi joué son rôle, notamment en France, pour précipiter cette rupture. Il ne faut jamais oublier, quand l'on considère la littérature autour du moment de la monarchie de Juillet, qu'entre 1828 et 1832, les salaires ont baissé de 40% en France, dans la métallurgie et le textile, tandis que les prix des céréales s'étaient accrus fortement. Donc il y a une conjoncture économique particulière qui se superpose, pourrait-on dire, à l'histoire de la révolution industrielle. Les années 1830 étant aussi marquées économiquement par un autre phénomène, c'est une révolution démographique très importante. C'est véritablement à ce moment-là, même si c'est plus lentement en France que dans d'autres pays européens, que commence à croître la population urbaine et que cette population urbaine croît plus vite à partir de cette période que la population rurale. Et ce qui va entraîner tout un ensemble de changements dans la configuration des villes, et notamment, bien sûr, rapidement dans le surpeuplement d'un certain nombre de quartiers déshérités. Donc il y a eu superposition de cette conjoncture économique avec les transformations du mode de production pour accélérer brutalement l'arrivée d'une question sociale. Et le développement de spectaculaires inégalités économiques, et plus encore des exclusions et des divisions qui en est résulté, a du même coup radicalement changé les termes dans lesquels était perçue la question de l'égalité, et va faire entrer la modernité dans un nouveau cycle de réaction et de révolution concernant cette question de l'égalité. L'œuvre de Sismondi constitue un bon indicateur de la perception de ce tournant. En 1803, il publie son premier ouvrage d'économie, De la richesse commerciale, exactement la même année que celle où Jean-Baptiste Say donne lui aussi la première édition de son grand traité. Sismondi, le jeune Genevois qui d'ailleurs signe alors Simonde, s'intéresse alors surtout aux questions douanières en 1803, puisque Genève vient d'être rattachée par Bonaparte à la France et qu'il y a la question du libre-échange entre les deux zones. Et donc il joue un peu le rôle d'expert, si je puis dire, dans cette question de la douanière entre la France et Genève, un moment où c'est intégré dans ce programme des républiques sœurs, disons. Et dans ce livre, il fait tout simplement un éloge de la liberté économique dans toutes ses dimensions. On peut résumer, je dirais, son livre et l'intention de son livre par une des phrases qu'il ouvre en disant « Les intérêts particuliers, lorsqu'ils sont libres, tendent sans effort au bien général ». Donc on peut le définir, et lui-même se définit alors, tout simplement comme appartenant à ce qu'on appelle sur le continent l'école anglaise. Il suit Adam Smith. Mais
on peut aussi ajouter, ça me semble très important, qu'il appartient en même temps, les deux définitions sont liées à l'époque, ce ne sera pas le cas plus tard, à l'école optimiste, alors dominante. J'ai signalé que le premier essai de Jean-Baptiste Say avait un essai utopique, Olby, qui était un essai marqué justement par une espèce d'optimisme utopique sur les transformations de la société moderne. J'ai parlé aussi de l'optimisme économique qui était sous-jacent au tableau des progrès de l'esprit humain de Condorcet. Eh bien, Sismondi, en 1803, s'inscrit dans cette école optimiste, pourrait-on dire. L'essai sur le principe de population de Malthus, qui est pourtant paru quelques années avant, 1798, en fait, ne produira ses pleins effets que plus tard. Au moment où l'essai de Malthus est écrit en 1798, justement, cette école optimiste est dominante. Le livre, d'ailleurs, de Malthus, sa première édition, est sans nom d'auteur. Et c'est à partir de la deuxième édition qu'il va commencer à avoir, je dirais, un effet important. Bon, il n'y aurait rien d'original à s'intéresser à ce premier livre sur la richesse commerciale de Sismondi, si ce n'est qu'il a publié une deuxième édition de l'ouvrage en 1819. Une deuxième édition de l'ouvrage qui marque une rupture fondamentale. Le titre va changer, il va l'appeler ça « Nouveau principe d'économie politique », et ça va prendre brutalement ce qu'il appelait une nouvelle édition. En fait, c'est un nouvel ouvrage qui prend le contre-pied total du précédent. Et le sous-titre même de la richesse dans ses rapports avec la population suggère en lui-même la rupture. Sismondi s'attache à la population et non plus aux mécanismes généraux de l'échange. Et pas seulement non plus à la production de la richesse considérée en elle-même. La raison de cet écart, il explique simplement dans son introduction que le constat des souffrances cruelles des ouvriers des manufactures, provoquées par la crise commerciale qu'a connue l'Europe après l'écroulement de l'Empire français de Napoléon, lui a ouvert les yeux. Et son livre va être le premier à dresser un tableau saisissant de ces souffrances et de toutes les misères engendrées par la libre concurrence associée au régime des manufactures. Dans ce livre de 1919, qui connaîtra une deuxième édition qui aura un énorme succès en 1827, il est le premier à souligner que le travail et le capital tendent à s'ériger dans le monde moderne en puissances constituées, mais qui sont définitivement séparées, en lutte l'une contre l'autre. Le plus fatal changement survenu dans la condition du journalier, écrit-il ainsi, c'est que désormais, les ouvriers naissent et meurent ouvriers, tandis qu'autrefois, l'état d'ouvrier n'était qu'une préparation, un degré pour arriver à un état supérieur, dans le système du compagnonnage ou dans le système corporatif. Il développera longuement cette comparaison entre le monde industriel et le monde corporatif. Et la manufacture, loin d'être un bienfait, est de cette façon devenue le problème de la société moderne. Si elle crée une population indigente, incertaine de l'avenir, inquiète de son existence, mécontente de l'ordre actuel, si elle crée des prolétaires enfin, ce qu'on nomme sa prospérité est au contraire une calamité nationale, dit-il fortement. Ce sont des thèmes aussi qu'il reprendra dans de nombreux essais qui seront repris ultérieurement dans les 2 volumes de ses études d'économie politique. C'est donc l'économie politique, la révolution industrielle, mais l'économie politique est aussi au banc des accusés pour Sismondi. D'ailleurs, il y a un mot qui ressort beaucoup pendant cette période, c'est le mot de crématistique, c'est-à-dire la science de l'étude de la richesse. Et on critique l'économie politique qui est réduite à une crématistique, c'est-à-dire l'économie politique qui s'intéresse simplement à la production des richesses et non pas simplement au rapport entre l'économique et le social, pour faire vite. D'où, dit-il, la nécessité d'une nouvelle économie politique qui serait comprise, je le cite, comme la théorie de la bienfaisance en grand, 1819. La crématistique, en effet, elle a fait fausse route, car elle n'a conduit qu'à l'affermissement de l'aristocratie de l'argent et à la création des prolétaires. C'est bien sûr surtout l'Angleterre
qui fait alors figure de laboratoire monstrueux de la modernité. C'est en effet dans ces manufactures que le mal a produit les premiers effets de décomposition de la société, auxquels on a donné un nom qui était nouveau à l'époque autrement, c'est le paupérisme. Le paupérisme, souligne Sismondi, est une calamité qui a commencé par se faire sentir en Angleterre et qui n'a d'autre nom encore que celui que lui ont donné les Anglais, quoiqu'elle commence à visiter aussi tous les pays industrieux. Et les ouvrages qui vont décrire et dénoncer ce nouveau fléau vont se multiplier. Avant même Sismondi, c'est un Français proche de l'économie politique chrétienne, Maurice Rubichon, qui va être le premier à sonner le tocsin, dont 2 volumes, publiés le premier en 1816, le deuxième en 1819, c'est des livres très peu connus, qui s'appellent « De l'Angleterre ». Il est le premier, dans ces 2 volumes, à faire le procès, pourrait-on dire, de la nouvelle économie anglaise des manufactures. Et c'est surtout ensuite, au début des années 1830, que cette littérature va se multiplier. Villeneuve-Bargemont et Charles Decoux représentent ce qu'on appellera l'économie politique chrétienne, seront parmi les plus critiques. Et ils vont appeler simplement à revivifier l'artisanat, l'économie de proximité, autant j'y reviendrai, qu'à organiser le retour à la terre du prolétariat. Mais des enquêtes documentées commencent aussi à être publiées. En Angleterre même, avec la fameuse série des Blue Books qui sont commandées par le Parlement et qui circuleront dans toute l'Europe. Je fais notamment référence aux 7 volumes de l'enquête sur le paupérisme qui sont publiés par la Chambre des communes en 1834, dont une partie sera traduite et très citée. Le baron d'Auxaise publie en 1833 un livre qui a pour titre justement « La Grande-Bretagne en 1833 ». Et Rubichon approfondit son travail précédent avec un livre de 1833 également du mécanisme de la société en France et en Angleterre. Ces différents livres vont décrire par le menu, donc ce sont des livres qui précèdent d'un certain nombre d'années les grandes enquêtes sociales dont je vais parler. Et ces livres décrivent par le menu une population, je prends des expressions dans l'un et l'autre de ce livre, agglomérée par myriades dans les ateliers, attachée à des travaux plus humiliants et plus opiniâtres que ceux des galériens, réduite à des nourritures, des vêtements et des logements si chétifs et même si précaires que chaque jour doute de l'existence de son lendemain. Donc voilà ce qu'on trouve écrit. Par exemple, ces formulations étaient celles de Rubichon, mais on trouve la même chose chez d'Auxaise. C'est donc 6 ou 7 ans avant qu'il y ait les grandes enquêtes publiées, et notamment la première, qui s'intéressera à l'Angleterre, c'est celle de Buret. Buret qui est soutenu par Villermé et qui est couronné par l'Académie des sciences morales et politiques. Le livre paraît en 1840 avec le titre « De la misère des classes laborieuses en France et en Angleterre », mais il est beaucoup plus tourné sur l'Angleterre. Il donne une vue saisissante de noirceur des manufactures d'outre-Manche et du prolétariat qui étaient attachés. L'Angleterre, le pays de la grande industrie, dit-il dans son introduction, est aussi le pays de la guerre sociale. En Europe et dans le monde, à partir de cette période, le nom de Manchester deviendra ainsi une des appellations de l'enfer. Un exemple intéressant, c'est que lorsque se mettent en œuvre, se construisent les premières grandes usines en Amérique, notamment au Massachusetts. Il y a une ville industrielle du Massachusetts qui s'appelle Lowell, et dans les années 30, on a vu, donc la période jacksonienne, il y a eu des ouvriers qui ont manifesté en disant qu'ils ne voulaient pas leur ville devenir Manchester. Le nom de Manchester était le synonyme, si je puis dire, de la calamité. Donc typiquement dans la période, ils attaquaient les patrons aristocrates, ça c'est vraiment le vocabulaire jacksonien, et ils ne voulaient pas que leur ville devienne Manchester. Cette description des effets destructeurs du système des manufactures ne s'est pas limitée à raconter le malheur ouvrier en soi. Plus encore que la faim, le dénuement, l'entassement dans les taudis
C'est la rupture soudaine et radicale avec l'idée précédente d'une société des égaux qui a constitué le cœur des indignations et des interrogations. Avec ce nouveau prolétariat ressurgissait en effet le spectre d'un quatrième ordre, refoulé aux portes de la cité, exclu même de la commune humanité. Je parle de quatrième ordre parce que, dès le printemps 1789, était parue, sous la plume de Dufourny de Villiers, une célèbre brochure qui sera très citée, qui s'appelait « Cahier du quatrième ordre, celui des pauvres journaliers, des infirmes, des indigents, de l'ordre sacré des infortunés ». Et avec l'essor de la nouvelle industrie, la société se retrouvait radicalement divisée. Au moment où nous écrivons notre Buret, la désaffection, la séparation des deux classes, les ouvriers et les capitalistes, sont portées au plus haut point en Angleterre. C'est une véritable sécession et comme une préparation à la guerre civile. Et ça va être le grand leitmotiv de son enquête. Les termes qui sont les plus fréquents dans ces deux volumes, c'est séparation absolue, séparation croissante, division en deux classes opposées. Voilà les formulations qui reviennent dans chaque chapitre. Et si l'Angleterre est d'abord visée par Buret, le problème est bien général pour lui, porteur d'une terrible contradiction. Voilà en effet ce qu'il écrit. Au moment, dit-il, où l'inégalité est détruite dans l'ordre politique et civil, la voilà qui renaît, et en fait et en droit, avec une puissance qu'elle n'a jamais eue dans l'ordre de l'industrie. Et le propos ne masque rien, mais n'oublions pas que celui qui s'exprime n'a rien d'un dangereux révolutionnaire. Son ouvrage a été primé par un cénacle où se retrouvent Guizot et Tocqueville, aussi bien que Villermé et Charles Dunoyer, dont je parlerai tout à l'heure, ou bien encore Victor Cousin. Certes, tout le monde ne réagit pas de la même façon à la lecture de ces lignes. Si certains ont pu y trouver matière à alimenter leur révolte, c'est plus trivialement la peur qui a étreint les conservateurs, la peur d'une éruption de violence vengeresse qui redoublerait jusqu'au paroxysme le souvenir des convulsions qui avaient secoué tant à Lyon qu'à Paris les premières années de la monarchie de Juillet, avec la révolte des Canuts, avec 31, puis 34, avec les événements de 1832 à Paris. Mais c'est notamment, dès le début, 1831, la révolte des Canuts, qui avait, pour la première fois, sonné l'alarme. Dans un article du très conservateur Journal des débats, Saint-Marc Girardin avait publié un article qui deviendra célébrissime le 8 décembre 1831, dans laquelle il propose une analyse dans laquelle on ne sait pas si c'est le cynisme ou l'effroi qui le conduit. La sédition de Lyon, avait-il écrit, a révélé, donc la révolte des Canuts, a révélé un grave secret, celui de la lutte intestine qui a lieu dans la société entre la classe qui possède et celle qui ne possède pas. Notre société industrielle a sa plaie comme toutes les autres sociétés, et cette plaie chez nous, ce sont les ouvriers. Et le prolétaire, il était pour lui, j'emploie des expressions qui sont les siennes, l'ennemi, le barbare, il incarnait une menace d'insurrection. Et c'est pour cela que ces formules marqueront pour longtemps les esprits et que cet article sera cité pratiquement pendant tout le siècle. En tout cas, pendant la monarchie de Juillet, il y a eu énormément de brochures qui ont répondu à Saint-Marc Girardin. Voilà en effet des formules qu'il employait. Il disait « Chaque fabricant à Lyon vit dans sa fabrique comme les planteurs des colonies, un contre 100. Et la sédition de Lyon est une espèce d'insurrection de Saint-Domingue. Les barbares qui menacent la société, poursuivait-il, ne sont point au Caucase ni dans les steppes de la Tartarie, ils sont dans les faubourgs de nos grandes villes manufacturières. » Et il avertissait, il faut bien que la classe moyenne sache quel est l'état des choses. Il faut qu'elle connaisse bien sa position. Elle a, au-dessous d'elle, une population de prolétaires qui se trouve mal, elle veut changer. Voilà le danger de la société moderne, c'est de là que sortiront les barbares qui pourront la détruire. L'article avait choqué
mais il avait aussi révélé ce qu'étaient les fantasmes conservateurs, en même temps qu'il reconnaissait la réalité de ce que Buret qualifiera de contradiction désolante. Comment, en effet, prétendre rester fidèle à l'esprit de 1789, ce qui était un des grands leitmotifs du régime de Juillet, même pris dans sa définition la plus minimale, s'il n'y avait plus une nation, mais en fait deux mondes séparés? C'était en train de devenir la question qui dominait les esprits. Dans sa lettre aux prolétaires de 1833, La Pommeraye, une des grandes figures de la Société des Amis du Peuple, puis ensuite de la Société des droits de l'homme et du citoyen, c'est lui qui publiera La Pommeraye, la première histoire de la Révolution française à destination du monde ouvrier. Il faisait des conférences populaires vers 1831-1832 à Paris, dont il a tiré trois volumes, et c'est lui qui publiera la première édition collective des œuvres de Robespierre, en 3 volumes aussi. Et voilà comment sa lettre aux prolétaires de 1833 commençait. Il disait « Les 33 millions d'individus qui peuplent la France sont partagés en 2 nations, dont les intérêts sont bien distincts, bien séparés, savoir la nation des privilégiés et la nation des non-privilégiés ou prolétaires. » Le problème n'était donc plus simplement, ou n'était pas simplement une question d'inégalité. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, qui ébranlait l'idée même d'un monde commun, le constat que la société était radicalement divisée. Et c'est pour cela que le terme d'ilote s'est du même coup imposé pour qualifier cette situation d'extériorité sociale d'une partie de la société. C'est aussi à cela qu'a correspondu le ressurgissement du terme de prolétaire. Le terme de prolétaire en 1820, par exemple, ou en 1810, était simplement un terme référé à l'Antiquité. C'était un terme d'Antiquité romaine. Et tout d'un coup, le terme de prolétaire, le prolès, le citoyen de la 7e catégorie, celui qui est tout en bas de l'échelle, à l'écart, redeviendra acclimaté. Mot dont Lamartine disait que c'était un terme immonde, injurieux et païen. Et ce terme immonde, injurieux et païen sera utilisé parce qu'un tel vocabulaire redoublait en quelque sorte le sentiment de répulsion qu'inspirait la réalité qu'il nommait. Et c'est pour cela qu'il sera d'ailleurs, en témoigne le titre de la brochure de La Pommeraye, revendiqué par les militants ouvriers de la Société des Amis du Peuple ou de la Société des droits de l'homme et des citoyens, et elles se suivent toutes les deux, qui voulaient marquer les esprits en portant de façon très classique, comme le montre la sociologie, les stigmates de leurs conditions. Le prolétaire, pour reprendre une formule de Blanqui de l'époque, c'est celui qui est resté en dehors. C'est ainsi d'abord une situation d'exclusion que dénonce La Pommeraye. Et s'il était une des figures les plus radicales de l'agitation ouvrière au début de la monarchie de Juillet, il faut souligner qu'il n'était pas un défenseur de la communauté des biens. Ensuite, on aura, vers 1840, montré en puissance ce qu'on appelait le néo-babouvisme. Mais à cette époque, au début des années 30, il n'est absolument pas présent. Et même, il emploie l'expression nivellement des conditions dans plusieurs de ses textes de La Pommeraye, mais il souligne qu'en fait, une certaine inégalité des fortunes n'a rien de choquant, dit-il. Ce qui est choquant, c'est qu'une société soit composée en 2 blocs étrangers. Donc il n'y a pas d'idée de communauté des biens, il y a l'acceptation, la notion d'inégalité, il le traite, il a dans un article qui s'appelle « De la véritable démocratie » qui est repris dans ses mélanges d'économie sociale en 1835, mais c'est la division sociale le problème. Quand elle évoque le moment de cette prise de conscience, Marie Dagout, qui signe sous le pseudonyme de Daniel Stern et qui a écrit une fameuse histoire de la Révolution de 1948, confirmera ce sentiment de l'époque en notant qu'une fraction importante des classes populaires, je la cite, en était venue à former une classe à part, comme une nation dans la nation, nation que l'on commençait à désigner sous ce nom nouveau, le prolétariat industriel. Et je l'ai déjà signalé, mais à quelques années de distance, c'est le terme aussi qu'emploiera Disraeli pour qualifier la société anglaise. Le sous-titre de son roman Sibylle, c'est « All the Two Nations ».
et il parlera dans ce livre, c'est le fameux livre 2, chapitre 5, qui sera cité en permanence en Grande-Bretagne. Il y parlera des riches et des pauvres comme formant deux nations étrangères, qui ne partageaient rien de commun, et dit-il, il s'agit en fait d'habitants de planètes différentes. Les plus fameux manifestes politiques du XIXe siècle auront pour objet la dénonciation de cette coupure. Et la formulation de l'idée égalitaire sera d'abord reprise à partir de la dénonciation de cette coupure. On peut citer, en tout cas quelques-uns de ceux qui m'apparaissent comme les grands manifestes, je dirais, politiques et sociaux du XIXe siècle. Le manifeste des égaux de Sylvain Maréchal, rédigé à la fin de la Révolution, mais qui en fait ne circulera qu'à partir du moment où il sera publié par Buonarroti en 1828 et deviendra un peu le texte majeur de référence, et on dira que c'est le texte qui fonde le socialisme intellectuellement. Mais ça l'est également, cette approche, de la Charte du peuple en Grande-Bretagne, 1839. Le manifeste de la démocratie au XIXe siècle de Victor Considérant a aussi la même approche, comme le manifeste communiste de Marx et d'Engels. Il est centré sur la question de la division sociale. Ce sera également le cas du fameux manifeste des 60 d'inspiration proudhonienne, 1864. Tous les grands manifestes politiques sont des manifestes organisés autour de cette question de la division sociale, de la lutte des classes, de l'existence de deux nations qui se font face. L'invention du terme de paupérisme, rapatrié de l'anglais au début des années 1830, a traduit cette mutation de la perception des distinctions sociales. L'indigence, sous le nom nouveau et tristement énergique de paupérisme, envahit des classes entières de la population, note Villeneuve-Bargemont. Elle n'est plus un accident, mais la condition forcée d'une grande partie des membres de la société. Ce qu'il y a de nouveau pendant cette période, c'est le sentiment que la question n'est plus simplement un problème d'inégalité, mais que naît ce qu'on peut appeler une misère de conditions, et non plus simplement une misère de situation. Alors que toute la formulation des représentations de la justice était liée à l'opposition entre la notion de condition et celle de situation, va naître l'idée d'une nouvelle misère des conditions, qui est appréhendée en elle-même non seulement à partir des difficultés d'existence qui lui étaient liées, même si l'évocation répétitive et permanente des taudis sordides, des haillons rapiécés ou de la faim suscitait l'indignation. C'était plus encore les conditions sociales d'exclusion qui en dérivaient, qui ont constitué le vrai scandale. L'extrême misère, je cite Buret, l'extrême misère rejette les populations qu'elle frappe dans la vie sauvage. Le paupérisme équivaut à une véritable interdiction sociale. Les misérables sont des hommes en dehors de la société, des outlaws. Ce thème sera au cœur de la littérature ouvrière de la période. Nous ne sommes pas des hommes comme les autres, dira un de ses porte-paroles les plus écoutés, je cite les réflexions d'un ouvrier tailleur sur la misère des ouvriers en général de Grignon. Et le premier journal spécifiquement ouvrier, qui est publié en 1830, L'Artisan, avec comme sous-titre « Journal de la classe ouvrière », c'est la première apparition du terme « classe ouvrière » dans la langue française, avertira, tout à fait dans le langage un peu très imprégné du compagnonnage de l'époque, « Cessez donc, ô nobles bourgeois, de nous repousser de votre sein, car nous sommes aussi des hommes et non point des machines. » Et on verra là aussi beaucoup de voix d'en bas, c'est le nom donné à des chansonniers de l'époque, qui seront publiés par George Sand ou qui s'autopublieront, comme Poncy par exemple, parleront dans leurs textes ou leurs poèmes d'ouvriers comme étant caractérisés par le fait qu'ils sont séparés du genre humain. C'est une formule aussi qu'emploiera Proudhon dans son livre « Le système des contradictions économiques », son premier livre. Il dira « Le prolétariat est retranché de l'humanité par la misère ». Avec la naissance et on pourrait en citer à l'infini de ces citations, avec la naissance de ce prolétariat industriel et le fait de la séparation sociale, ressurgissait ainsi
des mots et des expressions qui avaient servi 40 ans plus tôt, en 89, à exprimer le rapport au monde des privilégiés. Avec des ouvriers isolés de la nation, mis en dehors de la communauté sociale et politique, seuls avec leurs besoins et leurs misères, c'est une formule de Buret, le projet de construire un monde semblable avait évidemment perdu toute signification, car c'est au contraire la plus violente des dissemblances qui avait imposé sa loi. D'où la dénonciation qui sera omniprésente pendant ces années 1830 et 1840 de l'avènement d'une nouvelle féodalité. Cette dénonciation de l'avènement d'une nouvelle féodalité, on la retrouve sous des plumes ouvrières, aussi bien que dans les rapports d'enquêteurs, tout autant que dans les milieux légitimistes. Les milieux légitimistes qui étaient spécialement pressés de souligner le recul que constituait l'individualisme bourgeois par rapport à l'ancien monde, c'est une expression d'un d'entre eux, d'une dépendance heureuse. Et la nouvelle condition prolétaire sera aussi appréhendée comme une rupture avec l'ancien idéal d'indépendance, pas simplement celui de similarité. Et Buret, avec beaucoup d'autres, opposera la figure de l'artisan, c'est aussi un thème qui est déjà très présent chez Sismondi, opposera la figure de l'artisan qui est citoyen, qui compte pour quelque chose dans la nation, qui peut progresser, qui a, je le cite, des rapports de service et de fraternité avec les autres classes, et la figure du prolétaire industriel. Pour cela, la confrontation, pourrait-on dire, à une nouvelle économie sociale de la dépendance a été au cœur des réflexions ouvrières de l'époque. D'où le mot d'ordre de l'association, pour tenter de faire revivre sur un mode collectif l'idéal d'un travail autonome et émancipé. Mais d'où aussi l'interrogation sur la possibilité de trouver, c'est une expression proudhonienne, des corporations d'un genre nouveau, susceptibles de protéger le travail en l'organisant. Le constat, il est en effet partout que la proclamation de la liberté du travail, avec la suppression des anciennes corporations, ainsi que des jurandes et des maîtrises qu'elle avait entraînées, a conduit à une forme inédite de dépendance des hommes, celle du système des manufactures. Et le premier mot qui s'est imposé aux esprits pour décrire cette dépendance a été le terme d'esclavage. Mais il ne s'agissait plus cette fois de l'esclavage civil et politique, tel qu'on le voyait dans la littérature monarchomaque, tel qu'on le voyait chez les Trenchard et Gordon, qui en Angleterre publiaient The Cato's Letter, tel qu'on le voyait employé en permanence au XVIIIe siècle. Mais c'est la comparaison directement avec l'esclavage de plantation. L'esclavage est encore vivant au milieu de nous. C'est un constat saint-simonien d'Abel Transon, et on assimilait alors fréquemment dans les chansons de l'époque les travailleurs de manufacture, je cite, à des nègres blancs ou à des esclaves blancs, en même temps qu'étaient ressuscités dans nombre de textes de l'époque la figure de Spartacus pour évoquer la voie d'une émancipation. Quand vous voyez, il y a énormément d'ouvrages qui sont des espèces de collections de petites feuilles populaires et qui sont réédités ensuite en volume sous le titre des fastes. Alors il y a les fastes de la liberté, les fastes de la garde nationale. Eh bien, il est frappant de voir que tous les multiples fastes de la liberté qui seront publiés, c'est la figure de Spartacus qui est mise en avant. Et donc, c'est la question, ce n'est pas l'émancipation de la révolution du XVIIIe, c'est la question de l'esclavage qui apparaît comme première. Et on peut dire que la déshumanisation du prolétaire est ainsi liée à l'idée d'une dépendance radicale. Et alors que ce mot d'esclavage semble s'imposer comme une évidence pour traduire ce qui n'est qu'une survie dans les manufactures, on percevait simultanément le problème que posait son usage dans une société qui était tout de même une société du Code civil en France ou de l'habeas corpus en Angleterre. D'où la très grande importance intellectuelle et sociale en même temps qu'a eu pendant cette période la comparaison des deux esclavages, l'esclavage industriel et l'esclavage de plantation. C'est un thème qui a donné lieu
une énorme littérature, au-delà des statuts juridiques, qui étaient évidemment opposés, du prolétaire et d'esclaves de plantation, où il y a aussi des comparaisons moins nombreuses avec l'esclave domestique du monde ancien. C'est plus en amont, dans le cadre d'une économie générale du malheur, c'est-à-dire d'une économie générale de la dépendance et de l'exploitation, que l'on a tenté de penser la spécificité de la nouvelle condition prolétaire. Le premier à avoir traité de façon extensive la question, c'est Charles Comte dans son traité de législation. Charles Comte a publié, c'était une grande figure du libéralisme avancé, si je puis dire, de la Restauration. C'est lui qui avait publié la série Le Censeur, puis la série Le Censeur européen. Il avait été pourchassé à de nombreuses reprises en justice pour le caractère audacieux de ses écrits, qui étaient en partie liés à une collaboration avec Charles Dunoyer, dont je parlerai tout à l'heure. Et il publie en 1827 un grand traité de législation, qui a 4 volumes. Le 4e volume est tout entier consacré à cette question de l'esclavage dans sa comparaison avec les différentes formes modernes et anciennes. Il est un des premiers observateurs français des conditions de travail dans les manufactures anglaises. Le baron d'Aussès, que j'ai cité tout à l'heure, avait de son côté posé la troublante question. Ces nègres, dit-il, dont le sort inspire tant de pitié, sont-ils aussi malheureux dans les plantations des colonies que les Blancs enfermés dans les sales ateliers de Manchester et de Birmingham? Et prenant en compte l'objection immédiate selon laquelle les prolétaires seraient, eux, au moins libres, la réponse à sa question donnera le ton de toute une partie de l'opinion. Non, répond Aussès. Leur sort ne diffère de celui des nègres que par le mode de vente des individus. Les nègres sont payés une fois pour toutes. Les Blancs, quant à eux, reçoivent un faible intérêt du capital qu'ils sont censés valoir. Les uns sont sous la dépendance de maîtres intéressés à leur conservation. Quant aux autres, ils peuvent mourir, sans qu'à défaut de l'humanité, l'intérêt élève la voix en leur faveur. Tous sont également esclaves, également fixés sur le sol qui les porte. Mais les Noirs travaillent en plein air, alors que les Blancs travaillent dans une atmosphère empestée. On achète les uns, on loue les autres. On ne saurait trouver de différence entre eux. Beaucoup, pourtant, iront encore plus loin que D'Aussès. Dans les milieux de la philanthropie conservatrice notamment, soucieux de lier, très dans l'esprit de Charles Decoux, de Villeneuve-Bargemont, même de Gérondeau, soucieux de lier la bienfaisance à la docilité des pauvres et de concevoir l'amélioration de leur sort dans le cadre d'une entreprise de discipline. C'est un thème que Lafarelle aussi, sur la disciplinisation des classes ouvrières, emploiera souvent. Eux aussi décriront la situation du prolétaire comme pire de l'esclave, mais ils ne tiendront ce langage que pour mieux vanter les vertus d'une assistance paternaliste. S'ils souhaitaient plus de bien-être pour les prolétaires, ils voyaient cette situation conditionnée par leur obéissance et leur moralité. Et pour eux, l'ancien esclave domestique, quand il était dirigé par de bons maîtres, n'évoquait donc nullement la figure du malheur absolu. Mais c'est évidemment dans un autre sens que la majorité des observateurs verront dans la condition prolétaire une version aggravée de l'esclavage. Et la façon dont Lamennais résume la question dans le Livre du peuple, 1838, en témoigne. Cet ouvrage de Lamennais est important parce que le Livre du peuple, c'est probablement l'ouvrage qui a le plus circulé dans les milieux populaires, qui était dans chaque atelier, il y avait des gens qui avaient le Livre du peuple, qui existait dans des petits exemplaires de colporteurs, qui étaient même plus petits que des IN 32, avec une petite couverture jaune. C'est un livre mal imprimé, souvent un mauvais papier, mais qui coûtait très peu cher et que les gens se passaient. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'antiquariat ancien, on trouve très souvent des petits exemplaires du Livre du peuple qui ont été offerts à quelqu'un et avec un envoi. Et moi, j'en ai trouvé plusieurs où on trouve par exemple
à mon neveu qui trouvera là des raisons d'espérer, etc. C'était une espèce de cadeau d'espérance que l'on faisait en achetant ce livre du peuple. Et voilà ce qu'écrit Lamennais en parlant du travailleur moderne. Il note « Mieux eût valu pour lui un complet esclavage, car le maître, au moins, il nourrit, il loge, il vêtit son esclave, il le soigne dans ses maladies, tout simplement à cause de l'intérêt qu'il a de le conserver. Mais celui qui n'appartient à personne, on s'en sert pendant qu'il y a quelques profits à en tirer, puis on le laisse là. » Lamennais répétera d'ailleurs à satiété cette analyse dans un ouvrage qu'il publiera, un deuxième ouvrage qu'il publiera plus tard, qui aura beaucoup de succès, enfin populaire aussi, qui s'appellera justement « De l'esclavage moderne » en 1839. Et ce livre de l'esclavage moderne reprendra les thèmes qui sont déjà présents dans le livre du peuple. Cette comparaison, elle n'avait rien de scandaleux. Et ces formules de Lamennais, elles sont devenues celles de tout le monde. C'est très important de bien s'en pénétrer. Car elles ne faisaient que souligner à quel point la dépendance du prolétaire était perçue comme le recul le plus terrible qui soit par rapport à l'ancien idéal de constituer une société des égaux. Et songeons, quand on lit ces textes, quand on lit le baron d'Auxèse, quand on lit Lamennais, quand on lit Buret, que seulement 30 ou 40 ans séparent ces textes de 1789. Voyons, nous, ce qu'était il y a 40 ans, 68 et même plus loin. Donc, c'est dire à quel point il y a eu une transformation énorme en peu de temps. Et l'Amérique des années 1830 et 1840, elle ne pouvait certes pas être décrite dans ces termes. Le développement des manufactures y avait d'abord été plus lent qu'en Angleterre et en France. Et dans ces manufactures, j'ai parlé de la ville de Lowell, qui est une des grandes villes manufacturières du Massachusetts, mais on n'y trouvait pas ces masses de femmes et d'enfants asservis dans les ateliers que tous les observateurs décrivaient en France ou en Angleterre. Le travail indépendant, globalement, y occupait surtout une place bien plus considérable. Et surtout, ce travail indépendant, il restait la matrice mentale des représentations que les Américains se faisaient de leur société. La révolution du marché avait certes commencé à produire ses effets, et l'idéologie jacksonienne, d'ailleurs, est typiquement une réaction contre cette révolution du marché, en même temps qu'elle participait d'un mouvement de prolongation des idéaux révolutionnaires. Mais cette révolution était encore loin d'avoir produit ses pleins effets, cette révolution du marché. En 1840, à la question « Qu'est-ce que le travail américain ?», Daniel Webster, qui sera le fameux lexicographe, des dictionnaires qui existent toujours, mais qui était aussi un des chefs de file du parti Whig, c'est le nouveau nom qu'avait pris le parti fédéraliste, le parti Whig, opposé aux démocrates, répondait ainsi « La meilleure façon de décrire le travail américain, c'est de dire qu'il n'est pas le travail européen. » Et souligner qu'il n'est pas le travail européen. Donc pour montrer le décalage qu'il y avait avec cette vision des manufactures. Et il appuyait son affirmation sur l'estimation en 1840 que 90% du travail était encore indépendant aux États-Unis, que ce soit sous la forme de petits cultivateurs, d'artisans ou de commerçants. Ce chiffre était faux. Il était largement surestimé, mais il correspondait, je dirais, à la vision mentale qu'il avait certainement. C'était ce chiffre de 90%, c'est un chiffre, je dirais, de 1787, c'est un chiffre de 1800, mais ce n'est pas un chiffre de 1840. Bien sûr, on entendait un autre son de cloche dans les milieux démocrates, où on mettait davantage l'accent sur les effets destructeurs du capitalisme naissant, même si ces formes n'avaient rien à voir avec celles qu'il prenait en Europe. Et ces représentations, dans tous les cas, opposées de la révolution de marché, elles restaient en tout cas inscrites dans une même culture politique. Le désaccord résidant dans l'analyse de la réalité, jugée concurremment conforme à cet idéal ou en contradiction avec lui. Je dirais les historiens s'accorderaient quant à eux, un sujet classique dans l'historiographie économique américaine, pour considérer que l'Amérique de cette époque, en fait, elle est structurée par une tension entre une foi qui reste extrêmement vivante dans la capacité qu'a chaque individu de maîtriser son destin
et un développement du capitalisme dont on ne percevait pas encore vraiment la spécificité, même si l'on voyait sa différence par rapport à l'Europe. Et la culture américaine de l'autonomie était si forte alors que la croissance, même limitée, d'une nouvelle population de travailleurs, les salariés, pouvait y apparaître comme un problème, une menace fondamentale. Comment, en effet, considérer qu'Emerson exprimait l'âme de l'Amérique si le salariat tendait à s'étendre et risquait de devenir la norme du travail? Nul n'a mieux exprimé la peur de voir cette contradiction menacer l'Amérique qu'Orestes Brownson, dans un fameux essai de 1840, The Laboring Classes, les classes travailleuses. Le fougueux pamphlétaire qui dirigeait le Boston Quarterly et qui d'ailleurs passera en quelques années d'un anticapitalisme viscéral, celui que je vais vous citer, à un conservatisme catholique également viscéral, voyait dans le déclin du travail indépendant la matrice d'une nouvelle Amérique, qui allait devenir structurée par le conflit de l'homme et de l'argent et serait condamnée à abandonner ses idéaux d'origine. Et le salariat ne pouvait être pour lui, c'est une expression de Orestes Brownson qui va avoir un énorme succès, qui sera reprise beaucoup, le salariat ne pouvait être qu'un slave labor, opposé au free labor. La norme de la société américaine, c'est le free labor. Et le free labor, c'est celui de l'indépendant. Celui qui est salarié, c'est le slave labor. Le système du salariat, disait-il, n'est qu'une astuce diabolique, the cunning device of the devil, qui a pour le fabricant tous les avantages du système de l'esclavage sans en avoir les inconvénients, et sans, en plus, que ce fabricant soit le moindre du monde stigmatisé, alors que dans le Nord, on stigmatisait celui qui possédait des esclaves. Et bien qu'il ait lui-même reconnu que les usines de Nouvelle-Angleterre ne pouvaient être comparées à celles de Birmingham et de Manchester, Brownson n'hésitait pourtant pas à dire que l'esclavage est très préférable au salariat. Le salarié, écrivait-il dans cet article que je viens de citer, le salarié a tous les désavantages de la liberté et aucun de ses bénéfices, tandis que l'esclave, s'il n'en a pas les avantages, n'en a pas non plus les inconvénients. Et les expressions de Brownson ne se distinguent pas sur ce point de celles de Lamennais. D'ailleurs, on est en train de publier les œuvres complètes de Brownson. Il y en a beaucoup de volumes, il y en a déjà une dizaine de publiés. Mais dans un discours qu'il a donné à Brown University à l'été 1839, eh bien, il fait référence d'ailleurs à un French nobleman qui a parlé de prolonged slavery. Et il est probable, étant donné les expressions qu'il emploie à ce moment-là, qu'il avait lu le livre du peuple de Lamennais. Et certains défenseurs de cette vision-là, qui partageront cette vision de Brownson, ce qu'on appelait les hard money démocrates, correspond bien à la peur qu'ont eu les premiers ouvriers en usine de se retrouver un jour dans une position équivalente à celle des esclaves du Sud. C'est quelque chose, un point sur lequel Judith Shklar a beaucoup insisté dans son livre sur la citoyenneté américaine. Et certains défenseurs sudistes de l'esclavage avaient d'ailleurs saisi l'argument au bon pour prétendre que l'esclave noir était de fait mieux traité que ceux qui devenaient les esclaves blancs. Et c'est la thèse qu'avait défendue dans un livre célèbre un sudiste, George Fitzhugh, dans un livre qui s'appelait Cannibal Halls, un titre cynique. Et ironie de l'histoire, Brownson finira lui-même par aller au bout de son raisonnement en se transformant avec les mêmes arguments 10 ans plus tard en défenseur de l'esclavagisme, dont il avait d'abord été un adversaire acharné. Puisque la situation des esclaves du Sud est préférable aux ouvriers d'usine, eh bien, il s'est mis à défendre l'esclavagisme. Si elle engendrera ensuite des effets différents, une même rupture dans les idéaux révolutionnaires a donc eu lieu des deux côtés de l'Atlantique, même si elle a été plus prononcée en France et plus largement en Europe. Il y a donc là une rupture à partir de laquelle
va se redéfinir complètement la question de l'égalité dans les sociétés industrielles, dans les sociétés démocratiques. Avant que cette question soit complètement reposée, il y a eu, si je puis dire, un moment de transition. Ce moment de transition, c'est ce moment pendant lequel on a pensé que l'avènement du suffrage universel, qui n'existait plus en France, par exemple, parce qu'il y avait le suffrage censitaire, et qui n'existait pas en Angleterre, bien sûr, le Reform Bill de 1832, il y a moins de 200 000 électeurs après cette loi de 1832, pensait qu'il y avait, je dirais, un changement qui pourrait venir du suffrage universel. C'est un thème qui est central dans l'idéologie chartiste. La charte du peuple, elle met, c'est un point sur lequel Stedman Jones a bien insisté, le propre de la charte du peuple n'est pas simplement d'être un programme social, c'est d'être un programme politique. Et c'est de penser que les transformations sociales seront la conséquence des transformations politiques. Et donc il fallait conquérir le suffrage universel pour modifier la condition ouvrière. Et c'est un grand thème, Bronter-O'Brien, qui est la grande figure intellectuelle du chartisme avec Harney, développera à satiété ce thème. Tant que nous n'aurons pas le suffrage universel, la condition ouvrière restera dans l'état déplorable dans lequel elle est. Il y aura deux nations séparées. Mais s'il y a une nation d'électeurs, eh bien à ce moment-là, la condition ouvrière changera radicalement. C'était également un des grands thèmes que l'on voyait développer pendant toute la période de mouvement pour la réforme électorale en France en 1839-1840. Dès les années, d'ailleurs même un Laponneret, dès les années 1830, Laponneret insiste sur le fait que cette coupure sociale n'est possible que parce qu'il y a les citoyens d'un côté et les exclus de la citoyenneté. S'il y avait le suffrage universel, eh bien, grosso modo, le peuple étant représenté, on ne ferait pas des lois qui permettraient son exploitation. Pourquoi vous souffrez? Parce que vous ne jouissez pas de vos droits politiques. Parce que vous laissez à d'autres, ceux qui sont riches, le soin de faire les lois et de gouverner le pays. Ceux qui font les lois le font uniquement à leur profit. Comme vous, dit-il à la fin de sa lettre aux prolétaires, comme vous, je suis un réprouvé, un paria, un ilote, comme vous, je suis exclu des droits des citoyens, mais s'il y avait la République, pour lui c'est la définition du suffrage universel, vous n'auriez plus d'impôts à payer, seuls les riches en paieraient, vous éliriez vos députés et vos fonctionnaires, vous auriez un gouvernement à bon marché et vous aurez tous les bienfaits économiques de la liberté. Et on trouvera au moment de la réforme, enfin des grandes manifestations pour la réforme électorale en 1839 et en 1840, ces thèmes repris en permanence. Donc, après que le suffrage universel ait été conquis, cas français, ou après qu'il ait échoué en Angleterre, c'est un autre rapport, justement, à la question de l'égalité qui va se manifester. Il n'y aura plus l'espérance que la question politique puisse, d'une certaine façon, régler la question de la division sociale. Ça va changer complètement le cours du syndicalisme en Angleterre, et en France, ça va aussi complètement changer le cours de l'histoire du mouvement ouvrier. Et on peut dire qu'après ce moment-là, l'histoire de l'égalité va emprunter et se déployer autour de 4 grands thèmes. Un premier grand thème, c'est que face à l'inégalité croissante, certains vont tenter de légitimer les inégalités en disant ces inégalités, elles peuvent paraître choquantes, mais elles sont naturelles et plus encore, elles sont morales. Légitimer les inégalités en les moralisant ou les naturalisant, mais légitimer les inégalités en les démocratisant. C'est tout le thème de l'idéal méritocratique. Et dans les 2 prochaines séances du cours, je les consacrerai à ce travail de la légitimation des inégalités dans la France et l'Amérique des années 1830 à 1850. Il y a d'autres thèmes que nous examinerons l'an prochain. C'est à cause de la légitimation des inégalités. Il y a la constitution de ce que j'appellerais les formes d'égalité par l'exclusion, qui vont être extraordinairement importantes
dans l'Europe en général de la fin du XIXe siècle et tout particulièrement dans l'Amérique. On ne peut pas comprendre l'histoire de l'Amérique, c'est tout de même l'histoire du rapport entre l'esclavagisme et la liberté. L'histoire de l'Amérique, c'est plus encore l'histoire du rapport entre la démocratie pour certains et la ségrégation pour d'autres. Et on ne peut comprendre l'histoire de l'Amérique que si l'on fait une théorie de cette égalité d'exclusion. Enfin, il faudra également analyser ce que sont les formes de radicalisation de ce que j'appelais l'égalité d'appartenance ou l'égalité de participation. Et là, c'est tout simplement la définition et la naissance de l'idéal de communauté des biens, dont je parlerai aussi l'an prochain. Et bien sûr, le dernier élément de cette nouvelle histoire, de ce nouveau cycle de l'histoire de l'égalité, ce sera l'histoire de la redistribution. Mais on ne peut pas séparer cette question de la redistribution des mouvements précédents sur le travail de légitimation des inégalités, l'apparition de nouvelles formes d'égalité d'exclusion et ces formes également inédites de l'égalité d'appartenance. Donc la semaine prochaine, nous parlerons de la légitimation des inégalités pendant cette période.